Voici le Subaru Forester e-Boxer, un Subaru mis à la sauce hybride Toyota ou quelque chose du genre. On vous dit tout sur sa mécanique et nos impressions de conduite aujourd'hui dans un nouvel épisode de Plus de millage. Allons-y! Donc, le Subaru Forester e-Boxer, qu'est-ce que c'est? Vous êtes peut-être au courant que Toyota détient une certaine proportion de Subaru, une vingtaine de pourcents depuis environ une dizaine d'années. Ça nous a amené à des modèles là, comme le Subaru BRZ et le Toyota 86, GT86, Sion FRS, peu importe, qui est bâti en partenariat là, par Subaru pour les deux marques. Et puis, dans les dernières années, là, on a vu là, la méthode Toyota un peu percoler dans les véhicules de Subaru. Et aujourd'hui, on en a un excellent exemple. Ça faisait quelques années ou quelques temps qu'on savait qu'il y aurait des hybrides Subaru qui utilisent la technologie Toyota. Puis on a vu là, des modèles Crosstrek hybrides et hybrides branchables il y a plusieurs années qui étaient vraiment plus des véhicules d'homologation, là, ou des véhicules où peut-être on faisait des tests très faible volume. Mais je m'attends à ce que le Subaru Forester e-Boxer, lui, compte un beaucoup plus grand volume. Qu'est-ce que c'est donc? Parce que l'important, je pense, c'est ce qu'il y a sous le capot. Donc, c'est de ça qu'on va vous parler. Donc, on a un moteur 2,5 litres Boxer, donc typiquement Subaru. Mais quelle est la sauce magique Toyota? Le cycle Atkinson. Donc, le cycle Atkinson, c'est un principe par lequel il y a une des valves qui reste ouverte plus longtemps, là, la valve d'admission pendant le cycle de compression, si je me rappelle bien. Et donc, cela permet d'avoir une meilleure économie d'essence. Donc, la sauce secrète Toyota, c'est une eCVT avec un moteur 4 cylindres à cycle Atkinson ou V6. Ici, on a utilisé l'architecture de Subaru, puis on a mis la petite magie Toyota au niveau du moteur. Mais là où c'est différent, c'est dans la transmission. Donc, je crois que Subaru a voulu garder la caractéristique traction intégrale à prise constante symétrique de Subaru. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Dans un RAV4 hybride, on aurait un moteur transversal à l'avant avec une eCVT qui incorpore le système hybride. Et à l'arrière, on aurait un moteur électrique pour faire la traction intégrale. Mais non, pas chez Subaru. Ce qu'on a fait ici, c'est que nous avons le moteur à cycle Atkinson qui est allié à une CVT typique de Subaru qui utilise une chaîne. Donc, ce n'est pas une eCVT avec des engrenages planétaires comme chez Toyota qui simule ou qui crée de manière effective des rapports de vitesse en variant la vitesse de l'un de ces engrenages-là. Non, ici, on a une CVT plus typique à chaîne de Subaru qui va, on verra quelles sont les impressions de conduite un peu plus tard. Et puis là-dedans, il y a un moteur générateur qui sont intégrés. Et donc, c'est un système parallèle et série. Donc, on peut recharger les batteries avec le générateur ou en faisant un freinage régénératif. On peut alimenter les roues. Donc, on peut avoir 3 modes de conduite. Donc, soit le moteur électrique alimente les roues directement jusqu'à 40 km/h, tant qu'il y a de l'énergie dans la batterie, bien sûr. Un mode hybride où le moteur et le système électrique travaillent de pair. Et un mode où seulement le moteur alimente les roues. Et puis, derrière ça, il y a un arbre de transmission qui va jusqu'à l'arrière avec un différentiel traction intégrale typique. Donc, on n'a pas exactement le système, par exemple, du CR-V hybride où c'est plus un moteur générateur, une génératrice qui alimente la batterie, qui alimente les moteurs électriques. Nous, avec un arbre de transmission, on a vraiment plus un système hybride assez conventionnel, peut-être un peu plus conventionnel que chez Toyota, mais qui devrait garder le comportement plus caractéristique, puis la traction intégrale de Subaru assez pure. La batterie est située à l'arrière. C'est une batterie de, je crois, 1,1 kWh dans ces eaux-là, quelque chose de très typique pour des VUS électriques de cette taille. Qu'est-ce que tout cela veut dire en termes de consommation d'essence? On a, selon Ressources naturelles Canada, 6,9 litres au 100 de consommation combinée dans le Subaru Forester hybride e-Boxer. Donc, c'est environ 1 litre au 100 de plus que le RAV4 hybride qui fait 6,0, donc 0,9 litres au 100 de différence. Comment on explique ça? Bien, il y a quelques facteurs. D'abord,
Nous avons un arbre de transmission puis un différentiel à l'arrière qui est relié à tout ça, donc probablement un peu plus de pertes dans les éléments mécaniques. La CVT linéar-tronique, typique Subaru avec la chaîne, a introduit probablement aussi un peu plus de pertes que la ECVT de Toyota. Et bien qu'on ait introduit le cycle Atkinson dans ce moteur 2,5 litres, ce n'est pas à première vue un moteur qui a été construit depuis le début à cette fin, et donc peut-être qu'on a quelques petites pertes ici et là. C'est aussi un véhicule là, qui, bien sûr, veut garder les caractéristiques de Subaru, que sont la garde au sol élevée et tout. Donc, une consommation légèrement plus élevée, mais rien là, de vraiment horrible, très similaire à ce que fait le Honda CR-V hybride, beaucoup mieux qu'un Outlander PHEV. Là, je sais que je suis au PHEV, mais c'est un véhicule beaucoup moins efficace. Le roi, ça reste cependant le RAV4 hybride. Est-ce que je suis content ou pas content de cette architecture-là? Bien, c'est un choix relativement intéressant. J'aurais bien aimé voir une ECVT de Toyota être introduite dans une configuration à moteur longitudinal comme ici. Donc, avoir là, l'ensemble d'engrenages planétaires avec les deux moteurs générateurs intégrés à tout ça, puis avoir un peu plus d'efficacité, ça aurait été plus rugueux, probablement plus économique. Mais Toyota, à ma connaissance, n'a jamais introduit ça dans un véhicule. Donc, c'est un peu spécial parce qu'on... Ben, en fait, c'est pas un peu plus spécial, c'est plus que dans tous les véhicules Toyota hybrides à moteur longitudinal, on a des systèmes plus conventionnels, je dirais. Puis généralement, ça inclut d'ailleurs une boîte de transfert et donc c'est encore moins efficace. Alors qu'ici, on a un système relativement conventionnel, mais très bien intégré. Donc voilà, on va passer rapidement là, sur l'intérieur espace cargo parce que vous avez déjà vu ça dans une revue précédente du Subaru Forester. Donc, 2024, on avait un rafraîchissement de la génération précédente, plus d'éléments de sécurité, un look un peu retouché, mais ça reste quand même la même plateforme. Donc ici, on a introduit des nouvelles technologies, mais sur une plateforme existante. Nous voici maintenant à l'intérieur du Subaru Forester e-Boxer. Nous avons des accents là, de ce suède synthétique assez intéressant qui s'apparente de l'Alcantara. Beaucoup de surface moussée, mais aussi beaucoup de plastique dur en même temps. C'est pas un véhicule qui est si dispendieux que ça. Le piano noir que je déteste comme toujours. Bon volant, bonne prise en main, pas trop volumineux, là, donc un volant quand même un petit peu fin, ce que j'apprécie. Bon, quoi dire de plus? On a l'écran central, le Subaru vertical, à peu près une douzaine de pouces. Je l'affectionne pas particulièrement. Je trouve qu'il y a des situations comme l'affichage de la caméra de recul où est-ce qu'en fait on a tellement d'espace sur l'écran puis tellement peu qui est occupé par la caméra de recul. Quand je magasinais pour une voiture puis je me posais des questions à savoir si j'allais vers un Ascent ou la Outlander PHEV, c'est un des facteurs là, que j'aimais pas trop. On a les palettes au volant, un grand toit panoramique là, qui est en un seul panneau, typique des Subaru Forester qu'on pouvait avoir dans plusieurs modèles depuis probablement une bonne vingtaine d'années. Donc, on garde la sauce Subaru, rien bien exceptionnel, combiné d'instruments numériques, un bouton Trip Reset, donc pour réinitialiser l'ordinateur de voyage, qui est tellement visible. J'aime tellement ça dans plein de voitures là, maintenant, aujourd'hui. On ne sait jamais c'est lequel des 24 boutons sur le volant qui permet d'avoir cette fonctionnalité-là. Des fois, dans certains véhicules, on a encore le gros bouton là, dans le combiné d'instruments qui est absolument qui dépasse, qui est horrible. C'est un petit bouton, là, mais de la petite tige qu'on pousse. Donc là, bien en vue, juste au-dessus du bouton, démarrer le moteur. Donc ça, quand même, très bien. On ne s'éternisera pas ici, ni aux places arrière. On va passer directement à l'espace cargo maintenant. À l'arrière du Subaru Forester, nous retrouvons un badge e-Boxer pour dire aux connaisseurs que vous avez une version hybride sans le dire au grand public, e-Boxer, donc on n'écrit pas hybride spécifiquement. Nous retrouvons un coffre dont le volume est de 779 litres derrière la deuxième rangée, ce qui est probablement relativement dans le marché, mais quand même moins qu'un CR-V ou un Toyota RAV4 qui s'approche du 1000 litres. Une fois qu'on rabat la deuxième rangée, on va avoir
un peu moins de 2000 litres, là, dans les 1900 litres. Donc là, ça va être plus compétitif. Donc la nature un peu plus compacte du Forester transparaît ici. C'est quand même bien d'avoir gardé un bon volume de coffre malgré l'ajout du système hybride qu'on va vous présenter dans un instant. En fait, la batterie est localisée sous le panneau de fond de coffre, donc ça occupe essentiellement tout l'espace, mais c'est quand même bien intégré. On se rappelle, dans le fameux Honda CR-V hybride, on avait, ou plutôt j'avais arraché le panneau qui avait été préalablement brisé par quelqu'un d'autre, et puis on avait l'espace cargo perdu. Ici, quand même bien optimisé, très à plat, on n'a pas eu besoin, à ma connaissance, de relever le seuil de coffre. Donc ça, c'est bien. Pas trop de place pour vos menus objets. Là, il y a bien sûr le petit compresseur, la canne de fluide là, pour sceller les pneus. On peut rabattre la deuxième rangée très facilement. Donc un petit bouton, mais pas de motorisation. Là. Le siège se rabat simplement. Et puis là, nous avons un plancher qui est pas 100% plat, mais quand même très plat. Donc, on a bien réussi à intégrer le système hybride sans trop affecter l'espace cargo. Donc, on n'a pas eu à rehausser trop l'assise des sièges pour mettre une batterie, ce qui aurait compromis le plancher plat une fois rabattu. Et puis, à l'arrière, la batterie est très bien intégrée. Donc, on voit qu'on a intégré ce système-là dans une plateforme existante, mais on l'a quand même bien fait. C'est souvent ce que les constructeurs font en intégrant la batterie là, à l'espace où le pneu de secours serait localisé. Mais ça nous donne aussi l'impression que ce n'est pas une plateforme qui a été conçue pour ça spécifiquement. On n'a pas prévu un endroit là, pour le faire. Donc, quand même bien fait dans les circonstances. Nous voici maintenant au volant du Subaru Forester e-Boxer. Donc, qu'est-ce qu'on pense de la conduite? Bien, mes premières impressions de conduite, c'est que être dans un Subaru et avoir à basse vitesse là, ces petits moments-là où on fonctionne à 100% sur le système électrique, c'est quand même curieux. C'est pas une sensation à laquelle on s'attend. On s'attend au comportement de la CVT, ou dans mon cas, j'ai plus conduit des Subaru manuels, à la rugosité là, de cette transmission manuelle un peu agricole que Subaru a maintenue dans certaines de ses voitures jusqu'à il y a quelques années. Puis là, je fais exception un peu de la Subaru WRX parce que ça, c'est différent. Mais bon, mis à part ça, je dirais que ça se conduit quand même bien comme un Subaru. Le Forester, bien sûr, on a eu la chance de le conduire en version régulière, là, donc non hybride. Au niveau de la puissance, bon, ça se comporte quand même comme une transmission Subaru CVT assez régulière, là, donc quand même un bon délai de réponse, là, donc la réponse n'est pas instantanée. On peut s'y attendre. La puissance aussi, là, avec le 194 chevaux, c'est pas monumental non plus, là, donc il n'y aura pas d'accélération absolument incroyable dans ce véhicule-là. Ça reste relativement raisonnable en termes de puissance. Sinon, bon, c'est un véhicule qui est quand même là, assez confortable. C'est pas une dynamique sportive, c'est relativement mou. Donc, il y a un petit peu de tangage, mais pas exagéré non plus. Là, on n'est pas dans un 4Runner ou quelque chose comme ça. On a des palettes au volant, donc on est capable de simuler des changements de vitesse. Donc, au moins, Subaru offre ça. Ça fait quand même un bon moment qu'avec la CVT, ils ont offert ce genre de fonctionnalité-là pour simuler des rapports puis peut-être être capable d'avoir un comportement qui est plus près de celui d'une transmission automatique régulière. Je vais lever mon chapeau à Subaru puisque quelque chose qu'ils ont réussi à faire que Toyota n'a pas réussi à faire. Donc, comme c'est en partenariat avec Toyota, on a réussi à introduire le cycle Atkinson dans ce moteur, mais le 4 cylindres Toyota 2.5 litres qui est extrêmement économique, c'est absolument incroyable. Il est aussi très, très, très rugueux, là, surtout lorsque il est associé à cette transmission ECVT de Toyota. Donc là, donc dans ce cas-ci, soit c'est l'influence de la CVT qui est d'origine Subaru qui se comporte différemment, ou c'est la nature là, du moteur boxer de Subaru. C'est beaucoup moins rugueux là, que
les systèmes Toyota qu'on retrouve par exemple dans un RAV4, donc beaucoup plus doux, beaucoup plus paisible, mais c'est vrai que lorsqu'on veut fortement accélérer, là, on est quand même limité au niveau de la puissance. C'est le même genre de commentaire que j'avais dans le CR-V, donc ces deux voitures qui sont assez similaires, un petit peu moins puissantes que le RAV4 hybride dans les deux cas. Et ça se sent, donc c'est pas un véhicule là, qui a énormément de puissance, mais qui est bien sûr très adéquat pour se déplacer en ville. Les palettes, c'est bien beau, là, je viens de les essayer, là, mais je pense pas que vous allez jamais utiliser ça. Là. Je pense que c'est plus une genre de deuxième pensée ou quelque chose comme ça. C'est pas quelque chose que vous allez utiliser au quotidien. Subaru a vraiment pas enlevé sa nature au Forester, là, donc je pense que ce qu'ils ont voulu faire avec cette voiture-là, c'est amener l'hybridation, baisser la cote de consommation de leur véhicule, les rendre plus compétitifs, mais sans non plus dénaturer le Forester, là, parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par des Subaru, qui ont des Subaru depuis 20 ans, qui vont continuer d'acheter des Subaru, ben on ne veut pas leur vendre un Toyota RAV4 à ces gens-là, c'est pas ça qu'ils recherchent. Donc, on leur donne quelque chose comme ceci qui est très, très, très adéquat. On n'ira pas là, dans les détails, mais bien sûr, il y a des systèmes là, de sécurité qui sont ajoutés depuis cette nouvelle génération, cette génération rafraîchie du Subaru Forester. Donc, des choses comme l'alerte de trafic transversal arrière. Donc, ça, c'est bien. C'est quand même assez moderne et ce ne sont pas encore toutes les voitures qui offrent ça. Ouais, au niveau de la puissance, c'est là, mais dans la, on va dire, typique tradition des CVT Subaru, ça prend un bon moment avant de monter en régime, et puis là, on reste au régime. On ne voit pas le régime moteur, là, mais probablement aux environs de 5000 tours. Et puis là, comme on n'a pas de variation du son, on a un peu l'impression qu'on s'est arrêté d'accélérer, que c'est trop difficile, mais la vitesse, elle, continue de monter. La CVT fait son travail. Le centre de gravité des Subaru reste bas. Bon, là, on l'a poussé un petit peu. Puis, on a eu un transfert de poids. La roue arrière extérieure un peu décollée. Donc, c'est pas une voiture avec laquelle on va vraiment pousser la conduite sportive, mais il y a certainement du plaisir à avoir l'hiver. On se retrouve dans la conclusion. Nous voici maintenant arrivés à la conclusion de notre essai du Subaru Forester e-Boxer. Combien ça coûte un Subaru Forester e-Boxer? On va commencer à répondre à cette question-là. 50 800 $ environ, puisque c'est seulement la version Premier qui est disponible en modèle e-Boxer. Donc, première année de ce modèle-là, la gamme hybride, là, ou plutôt le modèle hybride, n'a pas percolé dans la gamme vers le bas. Ceci étant dit, à 50 000 $, c'est relativement compétitif si on compare à un Honda CR-V, par exemple, hybride, ou même un Toyota RAV4 là, qui aurait un équipement équivalent. Combien ça coûte? Bien, 929 $ par mois, location 48 mois, 1157 $ à l'achat, 60 mois, incluant les taxes. D'ailleurs, chapeau à Subaru, leur configurateur inclut les taxes par défaut. Très transparent. J'apprécie beaucoup ça. Donc, c'est un véhicule relativement dispendieux puisqu'il est uniquement disponible en version très équipée, mais lorsqu'on compare à des modèles équivalents, assez compétitifs en termes de prix. Lorsqu'on regarde les mensualités, bien sûr, ça peut paraître assez élevé. C'est parce que c'est une voiture hybride, pas un PHEV ou une voiture à essence, donc aucune subvention applicable. Donc, il faut comme reprogrammer notre cerveau pour nous mettre dans ce contexte de 2025 ou dans le contexte des voitures non subventionnées. Ceci étant dit, je crois que ça va être une voiture assez fiable et durable, comme le sont typiquement les Subaru. Est-ce que c'est un véhicule que j'achèterais? Dans la catégorie, je pense que j'aime beaucoup le CR-V et le RAV4, mais je crois que le Subaru Forester a sa place. Consommation d'essence aussi plus similaire au CR-V qu'au RAV4, donc 6,9 litres au 100 km. Au niveau de l'agrément de conduite, un petit peu lent, ça manque un petit peu de puissance, mais c'est adéquat pour les déplacements de tous les jours. Donc, on est très content que Subaru arrive dans le monde
de l'électrification. On avait vu des modèles dans le passé, mais je m'attends à ce que le Subaru Forester e-Boxer soit beaucoup plus populaire que ce qu'on a vu en formule hybride ou PHEV avec le Crosstrek, qui étaient peut-être plus des explorations qui ont permis de mener à ceci. Est-ce qu'on va voir des PHEV apparaître chez Subaru dans les prochaines années, comme il y a du copinage avec Toyota au niveau des mécaniques, comme ce qu'on voit aujourd'hui? Mais moi, je m'y attendrais. Il ne faut pas se presser trop, là. Je pense qu'on va voir cette mécanique-là percoler dans la gamme. Peut-être qu'il y aura une Impreza, un Outback là, qui utilise ce système-là dans le futur. Éventuellement, on va probablement manquer un peu de puissance pour les plus gros modèles. Donc, est-ce qu'on va voir une version de cette transmission hybride-là sur des Ascent ou des véhicules plus gros avec le 2.4? Ce serait fort probable. Du moins, c'est ce que moi je vois dans ma boule de cristal qui est peu précise. Fait que c'est quand même assez intéressant comme véhicule. Si vous aimez les Subaru Forester ou les Subaru en général, puis vous voulez passer à l'hybride, vous rapprocher un peu plus de l'électrification, sans avoir à penser à recharger votre véhicule, ça fait très bien le travail. Donc Subaru arrive un peu tard dans la game, mais ils ont une offre qui est quand même solide, qui tient compte de la plateforme qu'ils avaient. J'ai bien hâte de voir dans le futur comment leur gamme va continuer d'évoluer. C'était Gabriel pour Plus de Millage. Merci d'avoir été là, d'avoir été à l'écoute comme à toutes les semaines. On se dit à la prochaine.